avec l'extrême gauche. Comme le programme de l'extrême gauche. Danger de l'extrême gauche. D'extrême gauche. De l'autre côté à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire. Par contre, les 4 partis qui composent le nouveau Front populaire, les écologistes, les socialistes, les insoumis et les communistes, sont des partis de gauche. Pas d'extrême gauche, de gauche selon le ministère de l'Intérieur. L'aide médicale d'État, c'est un symbole. C'est un symbole pour les Français. Oui, la hausse du budget de l'aide médicale d'État est pour nous une ligne rouge. Quand vous êtes du parti de Marine Le Pen, vous êtes avec une étiquette d'extrême droite. C'est la préfecture qui le donne. D'ailleurs, ils ont contesté en justice et vous savez quoi ? Le Conseil d'État a confirmé que oui, le Rassemblement national, c'était l'extrême droite. Le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et que aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. Et voyez là toute l'utilité d'avoir 143 députés du RN et de ses alliés à l'Assemblée nationale. En France, le débat public, tel que l'organise la presse et les médias dominants, est de plus en plus altéré par des manipulations du langage où le sens de toute une série de mots est régulièrement modifié ou falsifié, lorsqu'ils ne sont pas purement et simplement éliminés du vocabulaire journalistique et remplacés par des termes qui dénaturent la réalité qu'ils prétendent décrire. Quand ils évoquent la gauche insoumise, les journalistes politiques mainstream font par exemple un usage intensif de certains mots et de certains adjectifs, en la présentant notamment comme une extrême gauche, ou en insistant pour mieux la différencier d'une autre gauche, dont nous sommes invités à comprendre qu'elle serait plus raisonnable et par conséquent plus recommandable, sur ce qu'ils appellent sa radicalité. Bien évidemment, ces journalistes n'expliquent jamais en quoi la France insoumise serait spécialement extrémiste. Avec l'extrême gauche. Comme le programme de l'extrême gauche. Danger de l'extrême gauche. D'extrême gauche. De l'autre côté à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire. Et pour cause, puisque dans la vraie vie, et comme on l'a déjà répété plusieurs fois dans cette chronique, le programme de ce parti dont la soi-disant radicalité se résume pour l'essentiel à demander une meilleure répartition des richesses entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, est beaucoup moins subversif que ne l'était par exemple celui du Parti socialiste au début des années 1980, à l'époque où ce parti prétendait encore vouloir changer la vie des Français. Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant. D'un autre côté, et c'est là que l'étude de leur vocabulaire devient vraiment intéressante, il y a certains mots et certains adjectifs que ces mêmes journalistes n'emploient jamais lorsqu'ils parlent par exemple du nouveau Premier ministre Michel Barnier et de son gouvernement. On l'a aussi répété plusieurs fois dans cette chronique, mais il faut le redire une fois de plus et ce ne sera sans doute pas la dernière. Oh shit, here we go again. C'est la confiscation du résultat du second tour des élections législatives du 7 juillet dernier, où la gauche était arrivée en tête, qui a permis à Emmanuel Macron, chef de l'État français, d'installer Michel Barnier à Matignon, malgré le score ridicule de son parti, après s'être personnellement assuré que l'extrême droite ne s'opposerait pas à cette nomination. Depuis, ce Premier ministre, qui sait parfaitement qu'il doit son poste à un coup de force antidémocratique et au bienveillant parrainage du Rassemblement national, n'a jamais cessé de donner des gages à ce parti, qui gouverne donc par procuration, en imposant ses 4 volontés au chef du gouvernement. On vient encore d'en avoir une preuve à la faveur, si l'on ose dire, du débat parlementaire autour du projet de loi de finances 2025, qui prévoyait notamment une augmentation du montant de l'enveloppe allouée à l'aide médicale de l'État, qui permettent aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins si leurs ressources ne dépassent pas certains plafonds. Bien évidemment, cette augmentation d'une aide destinée aux étrangers n'était pas du goût du Rassemblement national, dont le président, Jordan Bardella, a aussitôt décrété qu'elle était à ses yeux une ligne rouge et que Michel Barnier, s'il la franchissait, s'exposerait à une censure de la part du parti d'extrême droite. Parce que dans le même temps, on augmente ce budget de l'aide médicale d'État et que de l'autre, on ajuste le ticket modérateur et qu'on dérembourse des soins qui vont évidemment se retrouver à la charge des mutuelles, qui vont répercuter ces hausses sur les contrats de nos compatriotes et sur les contrats santé. Mais je veux dire, je ne comprends pas que quand ce qu'on fait de la politique, on puisse prendre ce type de décision. Donc oui, la hausse du budget de l'aide médicale d'État est pour nous une ligne rouge. Le gouvernement s'est donc empressé de faire machine arrière et de promettre un amendement permettant de geler le montant de l'enveloppe allouée à l'aide médicale de l'État. Et Jordan Bardella s'est aussitôt félicité de ce rétropédalage en déclarant, je cite, que le gouvernement avait reculé parce que le Rassemblement national était monté au créneau, ce qui est bien sûr parfaitement exact. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires.
Michel Barnier n'a donc aucune légitimité, mais très curieusement, les journalistes qui ne ratent jamais une occasion de brocarder la gauche insoumise en la présentant comme une extrême gauche consumée par sa radicalité, n'emploient jamais l'adjectif illégitime pour qualifier ce Premier ministre. Et de façon tout aussi étonnante, quand il cède aux injonctions du Rassemblement national, ou quand Bruno Retailleau fustige l'immigration en des termes si brutaux qu'ils font dire au député d'extrême droite Éric Ciotti que le ministre de l'Intérieur tient les mêmes propos que le Rassemblement national, ce qui est là encore parfaitement exact, ces mêmes journalistes ne disent jamais que ce gouvernement est d'extrême droite, et plutôt que de pointer sa radicalité, ils préfèrent expliquer qu'il affiche sa fermeté. Certains mots sont donc très intentionnellement vidés de leur sens et de leur substance par la presse et les médias mainstream, quand des journalistes présentent comme extrémistes et comme dangereusement radicale une gauche qui est tout simplement de gauche et dont la seule radicalité consiste finalement à demander plus de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais ces mêmes adjectifs disparaissent du vocabulaire journalistique dominant quand il s'agit de qualifier une droite qui, elle, se radicalise pourtant pour de bon et qui est même devenue si extrémiste que même Éric Ciotti, qui s'y connaît un peu, constate donc aujourd'hui avec beaucoup de justesse qu'elle tient les mêmes propos que le Rassemblement national. En d'autres termes, c'est toujours au détriment de la gauche, mais pour le plus grand bénéfice d'une droite dite républicaine que plus rien ou presque ne différencie de l'extrême droite, que le journalisme dominant fait le choix délibéré d'altérer ou de changer le sens de certains mots ou de supprimer purement et simplement certains vocables trop lourdement connotés. Ces altérations et cette corruption du vocabulaire ne se limitent cependant pas au traitement médiatique de l'actualité politique française, elles s'appliquent également au suivi de l'actualité internationale. Au jour où cette chronique est enregistrée, l'armée israélienne, qui présente toujours ce massacre comme une riposte légitime à l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, a déjà tué depuis cette date près de 43 000 Palestiniens à Gaza, dont plusieurs dizaines de milliers de civils. Depuis un mois, cette armée bombarde également le Liban, où elle a déjà tué plus de 2000 personnes, dont là encore de très nombreux civils. Mais le journal Le Figaro continue imperturbablement à présenter ces tueries comme, je cite, des tensions au Moyen-Orient. C'est-à-dire, selon la définition que donne le dictionnaire Larousse pour le mot tension, comme une situation tendue entre deux groupes de personnes ou deux États, ce qui est une façon pour le moins désinvolte de présenter le massacre de dizaines de milliers de civils. La plupart des autres journaux et médias mainstream, moins radicaux dans leur adoucissement de cette réalité, parlent quant à eux du conflit au Proche-Orient, c'est-à-dire, toujours selon le dictionnaire, d'une lutte armée entre États, et rendent compte quotidiennement de ce qu'ils appellent les frappes de l'armée israélienne. Mais là encore, ces mots minimisent la gravité des faits et des événements dont ils prétendent rendre compte. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Car il ne s'agit pas de simples frappes, ponctuelles et limitées, et il ne s'agit pas non plus d'un simple conflit entre États, ne serait-ce que parce que les Palestiniens n'ont pas d'État. Il s'agit du bombardement intensif et incessant d'une population civile par l'une des plus puissantes armées du monde et de la destruction presque totale d'une bande de terre de 360 km² dont le journal Le Monde rappelait récemment qu'elle était devenue invivable et où la Cour internationale de justice avait identifié dès le mois de janvier 2024 un risque de génocide réel et imminent. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, une requête contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza. Tout ne se vaut pas, évidemment, mais que ce soit dans leur traitement de la politique française ou d'une épouvantable actualité internationale, à chaque fois que la presse et les médias dominants font le choix d'utiliser un vocabulaire qui déforme les réalités qu'ils prétendent décrire et qui minimise systématiquement certaines radicalités politiques ou guerrières, ces manquements participent à la dégradation d'un débat public où les mots ne veulent parfois plus rien dire et contribuent à normaliser des extrémismes qui sont insidieusement présentés comme acceptables. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Ces mots génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat ? C'est impossible. Quand semble-t-il ? C'est impossible. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. J'y peux rien. Donc, ça reste faux. On peut le répéter à l'infini. Il n'y a pas de génocide à Gaza.